État d'urgence en République démocratique du Congo, comment faire pour améliorer le système économique après cette pandémie qui a complètement bousculé les lignes à travers le monde entier, 60 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, voilà autant de questions que nous allons devoir analyser et décrypter avec notre invité qui est le professeur Tarcisse Kasongomwe Mayamba, porte-parole du président de la République. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure et Développement que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Bienvenue. Professeur Kasongomwe Mayamba, bienvenue et merci d'avoir accepté à notre invitation. Merci. La République démocratique du Congo est en état d'urgence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes qui ont été organisés autour de cette pandémie qui bouge les lignes pratiquement à travers le monde entier. Le président de la République venait de lancer un programme multisectoriel d'urgence d'atténuation d'impact de la Covid. C'est quoi exactement que vise ce programme? Bon, comme son intitulé le dit, c'est un programme qui vise à atténuer les différents impacts de cette crise multisectorielle qui est induite par la pandémie de la Covid-19. Il est sous la responsabilité politique du président de la République, mais il est sous la tutelle technique directe du gouvernement, donc des différents ministres qui composent le gouvernement, puisque cette pandémie a affecté pratiquement tous les secteurs, que ce soit les secteurs de production. Vous savez, pas seulement à Kinshasa, c'est dans le monde entier pratiquement. Je parle de la République démocratique du Congo, naturellement, ça impacte le monde entier. Donc ce programme vise à atténuer les impacts de cette pandémie. Moi je retiendrai, il y a plusieurs axes, c'est vraiment très technique, je retiendrai, disons, 3 soutiens principaux. Il y a d'abord le combat, la riposte contre la maladie. Ça, c'est le premier axe le plus important. Tout ce qu'on va pouvoir faire comme mobilisation, comme sensibilisation, comme traitement, comme accompagnement des malades. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est pouvoir soutenir l'économie congolaise. Parce que l'économie congolaise est frappée de plein fouet. Il y a les entreprises qui sont pratiquement à l'arrêt. Je crois que quand on fera le vrai bilan de ces quelques mois dans lesquels nous avons été tous plus ou moins touchés, eh bien je pense que d'ailleurs les amis de la FEC ont déjà tiré à plusieurs reprises la sonnette d'alarme. Donc le deuxième volet concerne le soutien à l'économie nationale qui est véritablement affectée. Et enfin le troisième axe, c'est le soutien à la population. Que la population, c'est vrai, il y a ceux qui sont touchés directement par la maladie qui seront soutenus. Vous savez que tous ceux qui sont atteints par la maladie sont pris en charge par le gouvernement. C'est véritablement une grande charge. Mais il y a également la population, le reste de la population. Bon, quand je dis l'économie évidemment concerne tous les secteurs, mais il y a aussi les secteurs de la santé, de la culture. Ce sont tous ces secteurs-là qui doivent être également accompagnés, pour lesquels on doit atténuer les effets des impacts. C'est pour ça qu'on ne parle pas de l'impact, mais on parle des impacts. Pour véritablement résumer, schématiser, c'est vraiment un grand document, il fait plusieurs dizaines de pages, et puis peut-être quand même un chiffre. Je crois que si je ne m'abuse, c'est 2 milliards et 600 et quelques millions de dollars. Mais naturellement, il va falloir maintenant chercher à les réunir rapidement. Mais je pense que la volonté du président, elle est entière. Je vous donne juste un exemple. Je suppose que nous en parlerons. La gratuité de l'enseignement, personne n'y croyait. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il n'y avait pas les fonds nécessaires au départ. Aujourd'hui, les fonds commencent à arriver. Oui, donc cet argent n'est pas encore disponible, il faudrait chercher cet argent. Non, l'argent, c'est-à-dire que nous sommes quand on fait un montage financier, le programme est fait.
Maintenant, on discute avec les bailleurs de fonds, notamment avec le programme. Oui, vous saviez, l'autre jour, quand le président est allé assister, à participer et prononcer son discours à l'ouverture, au lancement de ce programme, il y a des partenaires bi- et multilatéraux qui ont promis d'engager un certain nombre de moyens pour soutenir la République démocratique du Congo. Il n'y a pas que les moyens financiers, il y a les moyens techniques, matériels. Vous savez, quand vous allez soutenir des malades de la Covid-19, il faut aussi un plateau technique. Bien sûr, on peut l'acheter directement, mais les fonds de la République doivent servir à plusieurs autres secteurs. On ne va pas les épuiser uniquement pour le secteur de la Covid. Déjà, la santé en elle-même, elle est multisectorielle, puisqu'il y a plusieurs secteurs de la santé qui sont concernés, mais là, c'est quand même une priorité, puisque véritablement, cette pandémie a tout bouleversé. Comment voyez-vous l'avenir économique de la RDC 3 mois après l'état d'urgence? Mais ce plan, précisément, c'est un plan qui prépare l'après-Covid. C'est un plan qui prépare l'après-Covid. Comment relancer les entreprises qui sont restées au ralenti, ont tourné au ralenti, qui sont restées peut-être pour certaines à l'arrêt. C'est tout ce que ce plan est en train d'envisager, de monter des stratégies pour précisément éviter que les entreprises ne mettent la clé sous le paillasson. Donc c'est cela qui intéresse actuellement le chef de l'État et le gouvernement. Et le gouvernement y travaille. C'est un plan que j'invite d'ailleurs beaucoup de nos spécialistes, vous les journalistes, à parcourir, à lire, pour pouvoir expliquer et dire aux gens qu'est-ce que le gouvernement, qu'est-ce que la République démocratique du Congo a mis en place comme structure, comme stratégie, pour qu'on se sorte de cette pandémie, peut-être secouée, peut-être bousculée, mais pas totalement anéantie. Il y a plusieurs structures aujourd'hui par rapport il y a la riposte, il y a la task force, il y a le ministère de la Santé, il y a cette structure que le chef de l'État venait de mettre en place il y a quelques jours pour la solidarité, le fonds de solidarité, qui fait quoi, quand, où, comment? La task force présidentielle, c'est un organe qui est composé de plusieurs spécialistes, plusieurs techniciens, qui est là pour conseiller le président, pour aider le président dans la prise d'un certain nombre de mesures par rapport à cette pandémie. Mais vous avez ce qu'on appelle le comité de riposte, le comité multisectoriel de riposte. Ça, c'est véritablement l'outil technique qui travaille sur le terrain, qui est au contact des malades, piloté par le professeur Mouyembe Tanfoum. Donc vous voyez déjà la task force, le comité multisectoriel de riposte. Et maintenant, puisqu'il faut participer à cet élan, on a déjà sollicité la solidarité nationale et internationale. Et donc, tout ce que l'effort national et international va mobiliser comme ressources sera géré par le fonds. Voilà. Par rapport aux chiffres, essayons un peu de parler des chiffres. Par rapport aux chiffres, le professeur Mouyembe est sorti dernièrement pour dire qu'il n'a reçu qu'1 400 000 $. Et nous avons reçu beaucoup de dons en nature, tout comme en logistique. Aujourd'hui, les 20 millions que le ministre des Finances est en train de parler, que le gouvernement a décaissé plus de 20 millions par rapport à la riposte, est-ce que ces 20 millions-là, on compte aussi le fonds des dons ou c'est le fonds du gouvernement de la République? Mais comment expliquer aussi au même moment qu'il y a 2 mois d'impayement au niveau du comité multisectoriel? Je pense que le professeur Mouyembe Tanfoum est bien placé pour vous répondre et le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, sont les mieux placés pour vous répondre. Ce que je peux dire simplement, c'est que le comité de riposte, le comité multisectoriel de riposte, d'ailleurs le docteur Mouyembe le dit bien, il est autonome pour tout ce qui est technique. Essentiellement. Il n'est pas autonome pour ce qui est des finances. Je crois qu'avoir compris que les finances sont pilotées directement par le ministère de la Santé. Donc moi je pense, et d'ailleurs le docteur Eteni Longondo a expliqué dernièrement dans un document comment il a réparti. Il y a des fonds qui ont dû aller en province pour soutenir, notamment appuyer les efforts dans les provinces où l'épidémie n'est pas encore véritablement présente. C'est une stratégie qui a été mise en place par le gouvernement. Je ne suis pas
véritablement bien placé pour le dire, mais j'imagine que si le ministre a donné ces chiffres-là, il n'y a pas de raison que je ne le crois pas. Le chef de l'État avait ordonné qu'il y ait 2 mois de gratuité par rapport au paiement des factures d'électricité. Mais comme l'état d'urgence a été prorogé, est-ce que le chef de l'État ne pense pas, nous nous interrogeons et nous nous posons cette question par vous parce que vous êtes son porte-parole, on ne peut pas augmenter encore ou repousser cette gratuité parce qu'aujourd'hui nous remarquons à travers la cité, les factures ont complètement triplé. Les gens qui recevaient une facture de 15 000 francs congolais par exemple ont reçu des factures de 45 000 francs. Les gens qui recevaient les factures de 10 000 francs, c'est triple. Alors on se pose la question, est-ce que la Régie des eaux n'a pas récupéré ces anciens mois non payés? La Régie des eaux, c'est une structure technique. Oui. C'est elle qui gère. Oui. C'est elle qui fournit l'eau, la SNEL fournit l'électricité. Ce sont ces 2 sociétés qui également facturent. Bon, maintenant, il va falloir vérifier que véritablement, et chaque citoyen qui reçoit sa facture peut vérifier que les 2 mois promis n'ont pas été facturés, ou s'ils avaient été facturés peut-être par inadvertance. Il faut voir avec le bureau qui gère votre quartier comment déduire ces 2 mois de gratuité qui avaient été promis. Je crois avoir discuté avec un certain nombre de personnes pour lesquelles les 2 mois ont été effectivement acceptés. Mais j'entends beaucoup, je lis beaucoup, notamment dans les réseaux sociaux, beaucoup de nos compatriotes qui se plaignent de ce que, apparemment, on a donné de la main gauche pour récupérer quelque chose par la main droite. Non, rassurez-vous, ce sont des choses que le président de la République prend véritablement à cœur. C'est une promesse qu'il a faite et il tient à ce que cette promesse-là soit véritablement réalisée. Rassurez-vous, déjà vous avez la possibilité de réclamer auprès de la Régie des eaux de la SNEL pour qu'on puisse régulariser votre situation. C'est un droit. C'est une promesse du chef de l'État. La Régie des eaux et la SNEL doivent appliquer cette mesure du chef de l'État, quitte à obtenir leur compensation par les moyens habituels. Ils savent très bien comment ça se passe entre eux et les ministères du plan, les ministères du budget, le ministère des Finances. Ils savent comment ça se fait réellement. Donc je pense que là, pour l'instant, le citoyen qui se sent lésé par rapport à cette promesse présidentielle doit faire d'abord ce que tout citoyen doit faire, c'est signaler à la société, attendez, le chef de l'État avait promis, moi vous m'avez facturé indûment 2 mois, veuillez régulariser la situation. Mais il est évident que les services de la présidence de la République et le gouvernement sont en train de suivre pas à pas ce qui se fait au niveau de la facturation par rapport à la promesse présidentielle. Nous profitons également de cette occasion parce que nous recevons le porte-parole du président de la République pour transmettre le message des appels des populations que nous avons reçus qui demandent au président de proroger aussi la gratuité des facturations de la SNEL et de la Régie des eaux, vu que la population était confinée. Vous savez que les centres d'intérêt aujourd'hui, c'est la Gombe qui n'est pas encore déconfinée complètement. On nous a parlé de lundi, mais une question qui se pose, professeur Kassongomwe Mayamba, quand nous avons moins de 100 cas, on avait confiné la commune de la Gombe et les mesures sur les barrières, c'était vraiment strict. Mais aujourd'hui, nous sommes au-delà des 6 000. Aujourd'hui, nous enregistrons cette émission au-delà des 6 000 cas. Est-ce qu'on ne va pas tomber, après avoir déconfiné, au reconfinement, comme nous le constatons aujourd'hui sur d'autres cieux? C'est un risque qu'on ne peut pas exclure. Vous dites vous-même que sous d'autres cieux, on a déconfiné, les gens sont... Et puis on a reconfiné, mais il faut quand même le dire aussi, partiellement. Parce que je crois que ce qui se passe actuellement, nous avons eu la zone, enfin au niveau de la commune de la Gombe, il y a eu un confinement. Mais la commune de la Gombe continuait de recevoir des visiteurs qui venaient pour le travail, qui venaient pour tout un tas d'activités et qui venaient d'autres zones. Bon, cette première expérience, c'était pour éviter que les autres communes ne soient contaminées au-delà de ce que ça aurait été si on n'avait pas confiné la Gombe, qui était à l'époque l'épicentre de l'épidémie. Or, vous avez vu que depuis lors, l'épicentre a bougé.
ce n'est plus la Gombe, c'est maintenant Limete et un peu au-delà. Donc, je crois que c'est une stratégie qui va continuer d'évoluer. Vous parlez des confinements. Bon, c'est vrai qu'il faut que les entreprises reprennent un peu d'activité, parce que l'économie va se retrouver complètement par terre si, pour l'instant, elle boitille, mais va se retrouver complètement par terre si on ne trouve pas le moyen de faire redémarrer un certain nombre d'entreprises et d'activités. Bon, cela, je pense qu'au niveau de la riposte, au niveau de la task force, on a étudié tous ces éléments et je crois qu'on a autorisé aux responsables de la ville de Kinshasa pour pouvoir commencer à déconfiner. Et vous avez vu que ce sera un déconfinement progressif. Oui, oui. Ce n'est pas toutes les activités qui vont reprendre en même temps. C'est un certain nombre d'activités qui vont pouvoir reprendre. Mais les autres activités, comme le grand marché, bon, là, on hésite encore un peu parce qu'il ne faudrait pas non plus que tout de suite on reprenne. Prendre ces risques-là. Voilà, donc ça dit que nous marchons, comment dirais-je, je ne dis pas tâtons, mais il faut faire attention. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, par euphorie, on dise, allez, on y va, on déconfine, et puis quelques semaines plus tard, on commence à pleurer pour dire, mais attention, on a été un peu trop vite en besogne. Alors, vous savez, c'est une expérience, c'est une épidémie que beaucoup de pays découvraient pour la première fois, nous en particulier, et donc, avec toute l'expérience. Oui, mais non, il faut dire aussi que la chance que la République démocratique du Congo a eue, c'est d'avoir eu d'autres épidémies. Il ne faut pas dire que c'est la seule épidémie que la République ait connue. Il y a eu d'autres épidémies. Mais c'est la plus dangereuse. Et donc c'est l'expérience de ces autres épidémies qui a permis de mettre en place ce plan de riposte et cette structure multisectorielle de riposte. Cela dit en passant, je crois que ce serait également l'occasion de signaler que la 10e épidémie d'Ebola, le ministre de la Santé vient de la déclarer complètement terminée. Oui. C'est dommage que bon, on soit dans ce confinement, ça aurait été quand même une très bonne nouvelle pour le 30 juin. Donc voilà, on va déconfiner très certainement, mais on va y aller progressivement. Que les gens ne pensent pas qu'on va tout ouvrir, non, on va y aller progressivement et être activité par secteur d'activité. Vous savez qu'il y a des gens qui continuent à douter sur l'existence du coronavirus. Nous avons fait la ronde à travers la ville de Kinshasa. Il y a des gens qui nous posent des questions pour dire bah malade en bazawapi. Biso to monina no ata mutu moko te akufi na pembe na biso. Il y a encore des doutes qui persistent dans certains pays, malgré que nous sommes au-delà de 6 000. Oui, mais d'où l'importance de cette sensibilisation. Je vois qu'aujourd'hui, il y a même des ministres qui prennent le taureau par le corne et qui vont dans les communes pour aller dire, mais attention les amis, nous sommes en plein dedans et cette maladie tue véritablement. Mais les sceptiques, vous savez, il y en a toujours. Jusqu'aujourd'hui, il y en a qui croient que le sida n'existe pas. J'ai été moi-même dans un deuil, je ne dirais pas qui est mort dans la famille, mais on avait l'air d'être des extraterrestres quand nous sommes arrivés avec des masques et tout. Les gens avaient l'air de nous dire, mais ils sortent de quelle planète ces gens-là? C'est vrai, l'effort doit continuer. Les médecins nous disent que cette pandémie, nous allons peut-être vivre avec pendant encore plusieurs mois, si pas plusieurs années. Mais continuons à sensibiliser, continuons à dire à ceux qui doutent encore. À la limite, on les amène à l'hôpital, ils vont voir. Les gens, ils doutent, mais pourtant, on montre des images à la télévision. Mais vous savez, quelqu'un qui a envie de douter, il va douter. Surtout si le fait de prendre des mesures va le couper d'un certain nombre de ses plaisirs. Hein. C'est ça aussi le problème. Tous ceux qui sont jouissifs par habitude, ben, ils ont tendance à négliger les mesures que l'on est en train de leur conseiller pour pouvoir continuer à bénéficier de ce dont ils jouissent. Mais ça, c'est vraiment dangereux parce que, à la limite, si on dit que c'est des inconscients et qu'ils partent par leur inconscience, le problème, c'est qu'ils risquent de faire partir beaucoup d'autres à cause de cette inconscience-là. Donc, c'est pour cela que l'effort de conscientisation, il doit continuer, continuer et continuer. Parlons enseignement, une petite parenthèse dans ce secteur. Le ministre d'État Willy Bakonga, pour ne pas le citer, de l'EPST avait présenté avec son équipe un programme pour la reprise imminente de cours. Alors, en ce moment où nous parlons, il y a 2 programmes, il y a des logiciels pour école télévisée, école en ligne,
Comment voyez-vous l'avenir de l'année scolaire? On peut dire aujourd'hui que ça sera une année blanche ou il y a encore espoir d'essayer de récupérer parce qu'on attend juste le signal du président de la République pour la reprise, bien sûr. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. L'année scolaire, l'année académique, nous sommes en train d'aller vers la fin traditionnelle. Mais je pense que ce sont les autorités qui peuvent décider d'allonger une année scolaire pour sauver. Vous avez quand même tous ces... Avec toutes les dépenses que la République a dû engager pour la gratuité de l'enseignement, si l'année était blanche... Mais attendez, ce n'est qu'un spectre. On n'a pas dit que l'année sera blanche. On fait tout pour éviter que cette année ne soit pas déclarée année blanche. C'est pour ça que je vous dis que dans les perspectives, il y a cette possibilité d'allonger l'année scolaire pour récupérer tout ce qui aura été bouffé pratiquement par les dispositifs mis en place pour éviter la Covid. Maintenant, techniquement, est-ce que c'est faisable de rattraper en 2 mois ce qu'on a perdu? Ce sont les techniciens qui le diront. Le président ne prendra de décision ou n'encouragera la décision que lorsque tous les paramètres lui permettront de dire oui, on peut reprendre les enseignements. Parce que quand vous parlez de l'enseignement par correspondance ou l'enseignement... Là, c'est difficile. C'est difficile parce que ce n'est que dans les villes que l'on peut, et encore pas dans toutes les villes. Donc, lorsqu'on pourra techniquement, et le président toujours dit, j'écoute ce que me disent les scientifiques. Oui, après plusieurs réunions, nous avons contacté les services de ces ministères. Nous avons contacté aussi certains spécialistes en matière. Ils disent que c'est possible parce que l'année à 180 jours, oui. On prend des précautions pour ne pas envoyer précocement les enfants dans les structures d'enseignement et les mettre au risque d'attraper la maladie, mais également voir dans quelle mesure on peut rattraper cette année pour que tous les efforts fournis pendant un gros semestre ne puissent pas aller à l'eau. Donc c'est ça qu'il faut concilier. On prend beaucoup de prudence. Vraiment, il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas prendre une décision de déclarer une année blanche à la légère, tout comme on ne peut pas, en ces circonstances ici, dire on ouvre les écoles, on ouvre les universités. Ça va être très délicat. Je pense que ce qui est envisagé, c'est déjà de voir comment sauver pour les finalistes. Parce qu'ils sont quand même un nombre gérable. Comment, pour les finalistes, essayer déjà de les mettre en condition pour passer les tests de fin d'année. Maintenant, l'effort est fait pour tous les récipiendaires de nos institutions de formation, que ce soit le primaire, le secondaire ou l'université et les instituts supérieurs. Avant de changer de chapitre, prof, j'aimerais que vous puissiez lancer un message parce que la sensibilisation en continue jusque sur le coronavirus, sur l'existence du coronavirus, un message de sensibilisation à la population qui est en train de nous suivre. Après, nous allons changer de chapitre. Mais ce que l'on peut leur dire, c'est que c'est une réalité. Tous les jours, nous avons autour de nous des personnes qui meurent parce qu'on n'a pas pu les soigner à temps ou parce que dans nos structures médicales, les plateaux techniques n'ont pas permis effectivement de prendre en charge beaucoup de malades à la fois. Même dans les pays dits développés, on a vu que les médecins commençaient à choisir entre un jeune qui arrive et un plus âgé à choisir qui c'est qui va bénéficier du respirateur et tout ça. Bon, c'est vrai, c'est une vérité, c'est une réalité. Pour l'instant, on nous a proposé un protocole qui nous permet d'éviter d'être en contact avec ce virus. C'est se laver régulièrement les mains, parce que ce sont les mains qui vont souvent vers les yeux, vers la bouche, vers les oreilles, vers le nez. Et donc, ce sont ces mains qui peuvent nous amener à amener le virus dans les parties qui l'abritent essentiellement. Donc, qu'on se lave les mains, qu'on garde la distanciation sociale pour éviter de pouvoir transmettre ce virus à nos prochains. Donc il y a un certain nombre par porter le masque, etc., etc. Quand nous sommes dans les véhicules, essayez d'éviter quand même de prendre une certaine distanciation. C'est vrai que c'est difficile lorsque vous êtes dans un
transports en commun, mais on peut effectivement faire des efforts et je crois que ces efforts sont en cours. Donc ce message, c'est véritablement pour dire que ce n'est pas une fiction, que la Covid-19 est bien présente en RDC et vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, nous avons dépassé la barre de 6000 personnes atteintes. Donc vraiment, protégez-vous pour protéger les autres. Merci beaucoup, professeur. Nous allons essayer de parler un peu de la justice parce que le chef de l'État, même pendant sa campagne, il a beaucoup parlé de l'État de droit. Étienne Tshisekedi est mort, même dans sa tombe aujourd'hui, si on pouvait le réveiller, c'est l'État des droits. Il a milité toute sa vie pour l'État des droits. Est-ce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, avec ces procès 100 jours et les condamnations que nous avons eues, nous pouvons dire aujourd'hui que l'État des droits est en train de s'installer petit à petit? S'installer petit à petit, oui. On n'y est pas complètement, et ça ce serait effectivement un leurre que de pouvoir le croire. L'état d'esprit, l'état de droit, mais ça doit commencer d'abord par notre propre esprit, par notre conscience. Il faut se mentaliser en disant, dans un état de droit, on ne fait pas ceci. Dans un état de droit, on ne prend pas quelque chose qui ne vous appartient pas. Dans un état de droit, on respecte. C'est ça, l'état de droit. Et effectivement, le procès qui vient de... qui ne s'est pas d'ailleurs terminé, enfin, dans un volet, le volet des maisons préfabriquées et celui des routes du côté du Kivu, je crois. Oui, voilà, Sokok. Bon, ce procès-là, il s'est terminé, il y a eu les sentences, il y a des appels en cours, je crois, mais ça, c'est le côté justice qui se fait. Mais au moins, c'est un signal qui montre que nul n'est au-dessus de la loi. Quelle que soit la posture que vous occupez aujourd'hui, vous pouvez être impuissant, un homme redouté et redoutable. Mais une fois que l'État constate que vous devez quelque chose qui appartient au public, et l'État va vous poursuivre. Et nous avons vécu le premier moment, la première grosse expérience, et il y a eu une onde de choc. Il y a eu une onde de choc qui fait qu'aujourd'hui, même ceux qui ont géré avant commencent à se dire « Ah, attention, on sera poursuivi. Attention !» Il y a quelqu'un qui avait trouvé une expression que je trouve assez juste. D'ici, on peut faire ça à du bois vert. Oui. Qu'en sera-t-il au bois sec? Au bois sec. Je crois que j'ai tout dit. Comme on dit à Lingala, ceux qui étaient à Mobé Sweziki, et bon, on était à Kokauka. Que pouvez-vous répondre, professeur Kassongomwe Mayamba, à ceux qui disent que le chef de l'État a lâché son allié d'État qui est Vital Kamerhe? Le président, encore une fois, a toujours dit, et il y a un spot qui passe, je ne sais plus sur quel média, où il dit, et il le dit en plus en lingala, il dit « Ata ozali mwana mai nangai ». Toyekola, mais ceux qui wana ezwio master ok na boloko ngambo tuna kutinda na boloko te zuzi muto kutinda okona. Mais moi j'ai l'impression que les gens croyaient que c'était une blague, que quand ils disaient ça c'était pour la campagne. C'est-à-dire pour rigoler. Là je pense que les gens se rendent compte que quand il a promis une chose, il le fait. Et je vous dis que moi je connaissais pas beaucoup, j'ai travaillé un peu avec le Sphinx, avec Papa Étienne. J'étais très jeune journaliste ici, mais je connaissais le président actuel, je le connaissais de nom, j'ai suivi son combat, il a gravi les échelons dans son parti politique, mais je découvre, et ceux qui le connaissent, qui l'ont fréquenté, lui disent attention. C'est un homme de rigueur. Il est très affable, il est d'un abord agréable, etc. Mais quand il a pris une décision, mon cher ami, c'est difficile de le bouger. Alors vraiment, que ceux qui ont à gérer, je vois qu'aujourd'hui on est en train de nommer de nouveaux mandats, mais je les encourage à suivre le pas du président, à suivre ce qu'il dit. Quand il donne des conseils, quand il vous dit attention, nous allons vers un état de droit, et croyez-moi, nous allons vers un état de droit. Et nous avons déjà mis les pas dedans. Nous sommes en train de le construire, cet état de droit. En tout cas, mais
Ce même problème de la justice a créé des émeutes. Dernièrement, vous êtes passé pour lancer un message du président de la République. La proposition de Minako Isakata pose problème. Aujourd'hui, le FCC et les CACH ne parlent pas le même langage. Ils sont en train de s'entrer dedans aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe réellement? Vous savez, c'est le jeu de la démocratie. Hein. Vous suivez bien à travers les médias ce qui se passe dans les autres pays démocratiques. Ben, les médias relayent les points de vue, les opinions des uns et des autres. Est-ce que l'opinion de monsieur Untel, c'est l'opinion du parti? Est-ce que l'opinion de monsieur Untel, c'est l'opinion d'une plateforme politique? Attention, il faut faire très attention en matière de gestion de la démocratie. Je suis libre de m'exprimer, oui, mais ce n'est pas parce que je m'exprime que j'engage la plateforme dont je suis tributaire ou à laquelle j'appartiens. Donc il faut faire la part des choses. Le président nous a donné un très bel exemple. Il a dit, prenons de la hauteur, calmons le jeu, que ceux qui ont des responsabilités, s'ils veulent parler, qu'ils parlent, mais à propos des choses qui ne divisent pas les Congolais. Ça n'en vaut pas la peine. Donc si vous voulez vous exprimer, exprimez-vous. Mais exprimez-vous par rapport à des choses qui ne vont pas diviser les Congolais. Parce que vous allez les diviser aujourd'hui. Demain, vous allez vous retrouver pour gouverner ensemble. Et vous allez gouverner un peuple divisé. Et ça, je crois que c'est un message que les Congolais comprennent très très bien. Vous savez par où nous sommes passés. Puisque vous avez parlé des 60 ans, je pense que nous y reviendrons. On voit très bien par où on est passé. Il faudrait qu'on fasse véritablement attention et que, vous savez, la démocratie, un homme politique, il est effectivement appelé à prendre des positions publiques. Mais il faut qu'il prenne des positions publiques en toute responsabilité. C'est le message que le chef de l'État a lancé l'autre jour et il l'a conclu en appelant les uns et les autres au calme. Qu'est-ce qui arrivera si le FCC aujourd'hui se disait de divorcer avec le cash? Est-ce que le président de la République devra nommer un informateur pour essayer d'examiner la nouvelle majorité ou ça sera le contraire? Si ça arrivait, oui, appelez-moi. Je vous dirai ce que le président fera. Comme ce n'est pas encore arrivé, vous préférez vous abstenir? Je ne peux pas dire ce que le président fera quand ça arrivera, même si je le sais. Merci beaucoup Kasongomwe Mayamba. Nous allons enfin parler de l'indépendance. 60 ans, la République démocratique du Congo va célébrer ses 30 juin ses 60 ans d'indépendance. Pouvons-nous dire aujourd'hui qu'il y a des avancées par rapport à cette indépendance ou il y a encore du retard? Oh, le retard, il y en a. Hein, le retard, il y en a, il ne faut pas se cacher. Nous sommes en plein dans une bataille pour la vie. Tous nos compatriotes qui sont touchés par la Covid-19, qui sont dans les lits d'hôpitaux, ils luttent pour la vie. Mais nous sommes dans un système de santé qui est presque dépourvu de plateaux techniques de qualité au XXIe siècle. Nous pensons effectivement qu'il y a un certain nombre de retards que nous avons pris, de façon d'ailleurs tout à fait inexpliquée. Parce que lorsque vous prenez, nous n'avons pas encore produit un certain nombre de travaux de recherche scientifique dans ce secteur particulier, mais je me base par exemple sur un des rapports faits par un ancien collaborateur du président Joseph Kabila. C'était le professeur Bambi Luzolo. Luzolo Bambi, oui. Luzolo Bambi qui avait dit que il avait en charge la lutte contre la corruption. Il dit qu'il y a près de 16 milliards de dollars qui prennent d'autres chemins que le chemin qui entrent dans le poche des individus. Je dis qu'ils ne vont pas dans la cagnotte commune. Mais je ne sais pas si vous imaginez ce qu'on peut faire avec 16 milliards. Beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je dis, effectivement, nous avons des retards. Nous avons des retards en matière de santé. Nous avons des retards en matière de numérique. Même des infrastructures routières aujourd'hui. Exactement, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Des fois, je souris un peu quand je vois dans les réseaux sociaux, oui, mais ils ont trouvé 1 milliard, je ne sais pas combien. Oui, 800 dans les trésors publics, dans les caisses. Dans les réserves, oui, etc. Oui, mais ça ne signifie pas que la santé de l'économie... C'est rien, 1 milliard, c'est rien pour la... Ça ne signifie pas que la santé du pays en général était
bonne quand le président de la République est arrivé aux affaires. Donc je crois qu'on doit reconnaître ce retard-là et précisément travailler à le rattraper. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire. Le plan pour le numérique, le plan pour l'énergie, là, je crois que c'est le 29 que la conférence sur le projet Grand Inga va se terminer, mais c'est des potentialités énormes. Le projet Grand Inga. Encore faudrait-il qu'on soit crédible, qu'on soit audible. Et c'est cela aussi que le président a réussi à installer sur la place publique, sur l'échiquier international, l'échiquier mondial. On a beaucoup critiqué ici les différents voyages qu'il a effectués pour aller sécuriser les voisins, pour aller rassurer par rapport à ce que lui se propose de faire en tant que nouveau président. Mais aujourd'hui, on commence à recueillir les fruits. Le projet Grand Inga, c'est une potentialité extraordinaire pour le pays. Donc il y a effectivement du retard. Mais c'est un retard que l'on peut rattraper pour peu qu'on en ait conscience. Et le président de la République montre qu'il en a conscience. Tous les plans qu'il vient de lancer, lutte contre la pauvreté, lutte contre la corruption, ce n'est pas pour rien. Mais il y a un problème qui se pose. Aujourd'hui, on ne sent pas l'impact de tous ces projets. L'assiette du Congolais est vide. Aujourd'hui, le dollar est presque à 20. Il y a une crise qui s'installe. Vous savez, l'assiette du Congolais est vide depuis un certain nombre d'années. Oui, oui. Donc ce n'est pas en quelques mois que cette assiette va se remplir. Encore que je serais vraiment heureux, et le président de la République serait le plus heureux si cette assiette-là pouvait se remplir dès demain. Et il travaille à ça. Donc le Congolais doit comprendre cela. Quand nous appelons les investisseurs, ils ne vont pas construire une usine de traitement d'eau. Ils ne vont pas construire en un jour ou en un mois. Ça va peut-être prendre une année. Mais c'est pendant ce temps-là qu'il faut trouver d'autres mécanismes pour alléger, pour soulager la pauvreté de la population. Mais si en ce moment-là, les mêmes devises que l'on fait rentrer, les mêmes devises pour lesquelles on se saigne à blanc pour pouvoir investir dans un certain nombre de secteurs, pour arranger les routes, pour arranger les hôpitaux. Et ça prend les directions du Liban, ça prend la direction de... Attendez, vous comprenez la sévérité avec laquelle les populations jugent les dirigeants. Donc c'est cela. Nous pouvons rattraper le retard. Nous pouvons, mais prenons conscience, il paraît, et les Chinois disent bien, même le plus long chemin, il commence par le premier pas. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. C'est ça que le président de la République, c'est à cela qu'il invite les Congolais. Ce n'est pas le président de la République, c'est nous et lui. C'est nous tous qui devons l'accompagner pour ces pas qu'il est en train de poser. La tâche est énorme, la tâche est difficile. Il y a eu des avancées, c'est vrai. Regardez, aujourd'hui, on peut déclarer librement ses opinions. Les opposants politiques peuvent se promener, peuvent discuter. Il y a quelques mois, rappelez-vous, c'était impossible pour certains, je ne cite pas de nom ici. Donc il y a des avancées, c'est vrai, mais le citoyen lambda, qu'est-ce qu'il attend? Il attend certes de jouir de ses libertés, de jouir de cette démocratie, de pouvoir dire ce qu'il a envie de dire, là où en respectant le vivre en commun, en respectant le droit des autres. Mais ce citoyen attend davantage qu'on l'aide à mieux se soigner, qu'on l'aide à mieux circuler, qu'il ait des routes dignes de ce nom. On ne peut pas acheter une voiture chaque année. C'est déjà difficile de s'en acheter une, mais si chaque année on doit en acheter une parce que les routes ne permettent pas de circuler, c'est cela. Et le président de la République est conscient de ça, et croyez-moi, ensemble, avec le peuple, il y parviendra. Merci beaucoup Tarsis Kasongomwe Mayamba d'avoir répondu à notre invitation. Cette émission est terminée, mais je vais vous accorder 2 minutes pour conclure l'interview d'aujourd'hui. Ben écoutez, c'est une occasion de faire un petit peu, de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour dire est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Je pense que oui. C'est une opportunité pour dire que nous avons pris un grand retard par rapport à ce que nous pouvions ou nous pouvons faire dans le pays. Là encore, je crois que la réponse est oui. Mais en même temps, est-ce qu'il y a une volonté
Et je crois que là aussi la réponse est oui. Et cette volonté s'est déjà manifestée. Il va encore continuer à se manifester. Merci beaucoup encore une fois de plus, professeur Tarsis Kasongomwe Mayamba. Vous allez transmettre les salutations de toute l'équipe et du producteur que je suis au président de la République. J'ose croire qu'il se porte bien. Alors, nous allons profiter également de cette occasion pour souhaiter bonne fête de l'indépendance au président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Bonne fête au couple présidentiel. 60 ans d'indépendance, ça s'est fait. Bon, ça sera difficile un peu avec la Covid-19 pour organiser des cérémonies, mais on va fêter dans la méditation. Bonne fête. Excellence, Monsieur le Président de la République, à vous également, chers téléspectateurs, nous vous disons merci infiniment de nous avoir suivis. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Le coronavirus tue, il est dans nos murs. C'est très important de respecter les gestes barrières. Merci encore une fois, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.